pas parce que tu es un président qui gagne X dizaines de milliers d'euros que tu vas pas seulement investir, mais que tu vas être serein financièrement. Parce que bien sûr, quand tu gagnes beaucoup plus, tu vas pas vivre dans la même maison qu'un ouvrier, avec tout le respect, mais c'est tout à fait normal que quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent, il va avoir des attentes, des exigences beaucoup plus élevées. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, elles sont autant dans les problèmes financiers, si pas plus, que des personnes qui gagnent un salaire de 1500, 2000 euros. C'est pour ça que quand je dis toutes les personnes qui épargnent, bien sûr, si tu veux vivre ta vie comme s'il n'y avait pas de demain, que tu es dépensier, là, je te dirais, je peux rien faire pour toi, parce que pour investir, il faut un minimum d'argent. Alors bonjour Umberto, comment vas-tu ? Salut Nicolas, va très bien. Premier podcast, je suis vraiment content. Super, moi de même, podcast avec un concept de surcroît. J'ai imaginé quelques questions pour toi. Ouais, spécial. Qui sont d'ailleurs ici dans ce bocal, quelques petites questions spéciales. Et l'idée de ce podcast, on va le faire un peu autrement. Je vais piocher, enfin tu vas piocher des questions. Okay. Je vais les lire et je vais te les poser pour faire en fait le tour d'horizon sur qui tu es, ce que tu proposes aussi, tes compétences et tout ce que tu proposes depuis quelques temps. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok, let's go. Let's go. Je te laisse choisir un petit papier. C'est parti pour la première question. Est-ce qu'il y aura de la chance pour la première question ? Roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors Umberto, la première question pour toi. Est-ce que, personnellement, toi, est-ce que tu préfères former des débutants ou des profils plutôt avancés ? Et j'aimerais du coup qu'on fasse un petit lien aussi avec ce que tu expliques, ce que tu proposes en tout cas en termes de formation. Ok, bonne question. Alors je dirais que j'ai les deux profils. J'ai des personnes qui commencent de zéro et qui ont juste une épargne et qui veulent investir mais elles ne savent pas par où commencer. Et j'ai aussi des personnes qui ont déjà investi, qui investissent déjà, qu'elles se soient formées chez d'autres personnes ou bien qu'elles investissent comme ça au feeling, on va dire. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais que ce serait plutôt les personnes qui partent de zéro. Okay. Tout simplement parce que c'est une transformation en fait que je leur apporte parce qu'elles partent de zéro. Elles ont un effort d'épargne de 100, 200, 300, 500 euros aussi par mois des fois. Elles ont une épargne aussi, qu'elle soit conséquente ou pas. Mais dans leur tête, en fait, c'est vraiment une question de mindset, d'attitude. Elles se disent qu'elles sont bloquées parce que l'investissement, c'est réservé à une élite, en fait. Il faut avoir fait des études ou il faut travailler dans la finance, etc. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont ces a priori-là. Donc, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est à la leçon numéro 1, où j'entends les personnes, les élèves qui viennent me dire « mais en fait, ce n'est pas pour moi, etc. etc. » Et jusqu'à la dernière leçon où je les entends dire « ah ouais, mais en fait, je ne pensais pas que ça pouvait être si simple en choisissant les bons mots, les bons concepts, les bons principes. Je ne savais pas que ça pouvait être si simple en fait de pouvoir investir. » Et c'est ça qui me plaît vraiment, de pouvoir créer une transformation chez les personnes. Une espèce de switch finalement, c'est un petit peu un déclic en fait. Un déclic, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ici, j'avais justement une personne qui était nulle en maths. Elle m'a dit, écoute, moi, je suis vraiment nulle en maths, donc je pense pas que ce sera fait pour moi. Et je lui dis, écoute, on va déconstruire cette idée-là. Et elle a adhéré à l'Académie Accélération. Et en fait, pas à pas, je voyais que son mindset changeait. Et elle m'a dit, ouais, en fait, et d'ailleurs, elle m'a même laissé un témoignage là-dessus sur Trustpilot en me disant, ouais, en fait, j'étais nul en maths, mais je savais pas qu'il fallait pas forcément être doué en maths pour pouvoir investir dans la finance. C'est une croyance qui a été déconstruite finalement. Oui, c'est une croyance limitante, c'est ça. On ne doit pas être finalement super doué en maths pour comprendre quelque chose ça, ouais. en bourse ou crypto. Ok, donc profil plutôt, si tu peux former les deux, mais je finalement forme les deux, ouais. Mais peut-être vraiment, plus si je dois choisir, c'est c'est plutôt, ouais, parce qu'il y a vraiment une transformation qui se crée et c'est gratifiant au final de voir ça. Ok, top. On va passer à la deuxième question. On a pas mal de petits papiers. Il y en a peut-être des plus sympas que d'autres, on verra sur lesquels tu tombes. Alors, la deuxième question que j'ai pour toi, Umberto, c'est quelles sont en fait tes convictions fortes pour les 2 ou 3 prochaines années
sur le marché, donc bourse ou crypto-monnaie. Vers quoi tu penses qu'on tend dans les prochaines années, selon toi, selon tes observations, les Ok. tendances et ton expertise aussi? Tu penses qu'on va vers où? Alors, des convictions, je vais répondre de manière hyper directe et franche. Il y en a pas. Mhm. Dans le domaine financier, on n'a pas de certitude. C'est toujours ce que je dis aussi à mes élèves, on n'a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Par exemple, en parlant de certitude, on ne pouvait jamais savoir qu'en 2020, on aurait eu une pandémie. Moi, j'aurais Mhm. plutôt misé tout ce que j'avais sur un krach boursier plutôt que sur une pandémie. Et Mhm. pourtant, la pandémie, on l'a eu. Et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais eu depuis, enfin, qu'on n'avait plus eu depuis 100 ans au moins. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut rester humble, même si on a une stratégie. Ben justement, on agit selon la stratégie, mais on n'a pas de conviction, comme j'en entends beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, dire ouais, en juillet, le Bitcoin, il va atteindre les 1 million, il va avoir le bull run, il va avoir ci, avoir ça. J'ai l'impression d'entendre tous des Nostradamus en herbe. Mais Mhm. alors que on ne sait pas de quoi On n'en demain sait pas. sera fait. Même dans la vie en général, Mhm. tu sors de chez toi, tu regardes à gauche, à droite, mais c'est pas pour ça que il va pas t'arriver quelque chose. Je touche du bois, bien sûr, mais C'est c'est ça. pour dire que Il n'y a pas de voilà, boule de cristal en investissement. c'est ça. Finalement, tu dois te fier à ta stratégie, comme tu disais, mais tu peux pas prédire ce qui va se passer. Donc, C'est c'est ça. toujours avec Donc, prudence qu'il faut voir l'avenir, quoi. ouais, donc les convictions, bien sûr, ben, Mhm. on espère que les marchés puissent progresser, ça c'est clair, mais s'ils progressent pas, c'est pas grave, on est en dehors des marchés, comme dans cette période-ci où depuis début d'année 2025, ben, les marchés sont pas très bien, et c'est ce que j'avais dit à mes élèves, c'est mieux qu'on reste en cash, ils le savaient parce qu'ils utilisent la même Mhm. stratégie que je leur ai enseigné bien sûr, mais je leur avais dit, ça sent mauvais. On me Mhm. posait la question, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ben, les marchés, ils sont pas trop positifs. Et effectivement, j'avais pas de boule de cristal, hein. Je me suis fié qu'à ma stratégie. Mhm. Et bon, maintenant, ça peut aussi se C'est retourner. ça, changer. Demain, ça change. Et ça fait partie des marchés. C'est ça. Mais justement, on a une stratégie quand ça monte, on a une stratégie quand ça baisse. Comme ça, on ne doit pas se mettre en mode espoir. C'est Oh, ça. j'ai investi sans savoir ce que je fais. Et je croise les doigts en espérant que mon investissement... et Ok. malheureusement, c'est ce que la plupart Mhm. des personnes novices font. Bon. Une stratégie, mais pas de conviction. C'est ce qu'on retient de cette C'est ça, question. et surtout, ouais, ne pas investir au feeling, parce que dans les marchés, il n'y a pas de feeling. Il n'y a Mhm. que des probabilités. Encore une fois, il n'y a pas de certitude, C'est parce ça. que ça, il n'y a que la mort qui est certaine, Mhm. mais ouais, des probabilités. C'est ce Ok. que je dis toujours aussi, je préfère avoir 80% de probabilité de faire 20% de gain, plutôt Mhm. que d'avoir 20% de probabilité de faire 80% de gain. C'est ça. Je préfère sécuriser plutôt que de voir grand et ensuite avoir très peu de probabilité que ce Super. scénario se réalise. On en reparlera ça justement, sécurité ou insécurité. Il y aura justement une petite question là-dessus, donc on va pouvoir Ah, développer un par la petit suite. teaser. Quel numéro? Alors, prochaine question, Umberto. Est-ce que justement, bah, c'est bien, ça fait le lien avec ce qu'on disait avant, ça parle de stratégie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta carrière de pouvoir changer complètement de stratégie? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné, tu as reviré de bord et tu as dit je dois changer mon fusil d'épaule, je revois ma stratégie? Et dans quel cadre ça est arrivé Euh, personnellement? ouais, ça m'est arrivé une fois en fait, au tout début que j'investissais avec ma stratégie. Donc j'ai investi bien avant, mais on va Mhm. dire que une fois que j'avais eu ma stratégie, bah, c'était en 2018. euh, je voyais que ça marchait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis dit, en fait, j'avais investi, c'était combien? 6 000 € sur le Bitcoin, selon Mhm. ma stratégie. Donc, Mhm. c'était très bien. Après quelques semaines, voire c'était après un mois et demi, ben, il y avait eu une bonne progression du Bitcoin et j'avais eu un gain latent de 2 000 €. Donc, latent, ça veut dire, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un gain qui n'a pas été encore réalisé. Ça veut dire qu'on ne l'a pas retiré et donc tu ne l'as pas C'est ça. physiquement. Donc, voilà, ça continue à fluctuer, mais on était sur les Il n'est 2 000. pas encaissé. C'est ça. Il est sur la Il est sur la plateforme plateforme, et mais ça il n'est pas bouge encaissé. encore, quoi. C'est ça. Et, et donc, je voyais que ça baissait. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, ça fait partie de la stratégie. On reste positionné. Et ça baissait de plus en plus. Et mes indicateurs, je voyais qu'il fallait vendre.
Mais je me suis dit, bon, allez, on va encore attendre un petit peu. Et là, déjà, grosse erreur, j'étais hors stratégie. Et ensuite, ça remonte un peu, ça rebaisse, ça remonte, mais ça baisse plus que ça monte. Et je me dis, bon, c'est pas grave, allez, on va attendre encore un petit peu. Et en fait, j'ai attendu pour retirer mes 6 000 euros. Donc en fait, Y a pas bon, de j'ai gain. rien perdu, Non, c'est ça, mais c'était mais j'ai rien récurrent, gagné quoi. non Enfin, plus. ouais, c'est ça. Alors que si je m'en étais tenu à ma stratégie, ben voilà, j'aurais pu encaisser un gain qui était pas mal par rapport à ce que Ok. j'avais investi. Mais voilà, quand tu me parles de changement de stratégie, oui, j'ai essayé de changer ma stratégie, mais voilà, ça a joué plutôt contre moi Ouais. qu'en ma faveur. Ça doit être une espèce de lutte mentale, non? À un moment donné, de se dire, OK, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai peut-être Ouais, envie de faire? Qu'est-ce que dit la stratégie? Parce que au-delà de tout ça, c'est quand même très psychologique. c'est ça. La stratégie, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, etc., etc. Mais si tu n'as pas la bonne attitude, le bon état d'esprit sur les marchés, tôt ou tard, tu vas, mais tu vas juste pas la suivre Mhm. parce que tu vas te faire avoir par tes C'est ça. émotions. C'est fort psychologique. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je parle beaucoup de mindset quand j'accompagne les personnes. Et au début, elles ont souvent tendance à sous-estimer ça parce que c'est peut-être un peu abstrait au début. Mais ensuite, elles le comprennent. Quand elles commencent à investir, elles disent: ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est C'est important ça, d'avoir la bonne attitude et de suivre bêtement, entre guillemets, ton plan d'action. bien sûr. Et voilà, et tout ira bien. Umberto, on ne change pas Continuons. on ne change pas les règles du jeu, on pêche toujours un petit papier. Ah, celui-là, il a l'air bien. Celui-là, il a l'air bien, ouais, Oula, très longue question. Alors, Umberto, est-ce que en investissement, il y a déjà eu un échec? Est-ce que tu as eu un gros fail? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une certaine claque financière? Est-ce que tu serais OK de pouvoir nous aborder un sujet d'échec en termes d'investissement? Ouais, j'en ai eu au début, surtout. Bon, je me suis formé au tout début. Donc, des formations, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. Et en fait, j'investissais de l'argent et j'avais pas de résultat. Donc, souvent, je perdais. Et je suis rentré dans cette optique de parieur sportif, de casino, que tu veux toujours te refaire, etc. Un gambler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, ben voilà, quand t'as pas le... Encore une fois, hein, on parle toujours de ça, mais ça revient toujours. Quand t'as pas le bon état d'esprit, ben, tu commences à faire un peu n'importe quoi. Et j'avais suivi un petit peu des gens à gauche, à droite, sur les réseaux, qui disaient quand acheter, quand vendre. Mais en fait, je me suis rendu compte que de un, je perdais plus que je ne gagnais. Et de deux, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir cette stratégie, mais de s'écouter aussi soi-même. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que Trump va faire, qu'est-ce que la reine d'Angleterre va faire. Oui, ok, il y a des choses qui changent dans l'économie, etc. Mais il faut toujours s'en tenir à ce qu'on sait et ce qui fonctionne aussi. Parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent varier dans la vie, dans les news, etc. Mais ça ne sert à rien d'écouter trucs, machin. Il faut s'écouter soi-même. On sait le plan d'action qu'on a et on le met en application. Tout le reste, c'est que du bruit. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que très vite, imaginons qu'on surfe un peu sur Internet, on va avoir une vidéo d'un monsieur A qui va nous conseiller une stratégie A, puis on va avoir une autre vidéo d'un monsieur B qui va conseiller autre chose, et donc on peut très bien dire, ok, je suis un petit peu, finalement je change, je suis une autre personne, etc., mais on peut très vite être perdu finalement, et là ce que tu es en train de nous dire, c'est, ben voilà, il faut suivre une ligne directrice et s'en tenir, quoi. C'est Sans ça. forcément trop... y prêter attention, mais sans non plus être trop peut-être attentif à ce que les informations du monde, quoi. C'est ça, parce que tout le monde a son avis, tout le monde va dire A, B, C, D, E, et au final, il y a bien quelqu'un dans le lot qui va dire la chose juste. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire: ah ouais, celui-là, il avait vu juste, donc je vais le suivre. Sauf que il a dit une fois, il a réussi une fois, et après, on ne sait pas toutes les autres fois qu'est-ce qu'il va pouvoir te dire, si c'est correct, si c'est pas correct. Donc c'est pour ça que c'est plutôt simple le fait de se dire: voilà, je suis une stratégie à la lettre, mais avec toute la masse d'informations qu'on peut avoir en ligne, on peut vite se faire distraire par tout ce qu'on entend. Donc voilà, faut un peu Avec doser, conscience. c'est ça. Ok. C'est ça. Super.
Passons là. Prochaine question. Ah. Est-ce que tu continues à te former? Et si oui, comment? Quelles sont tes pratiques de formation continue? Ok, très bonne question. Ouais, la formation pour moi c'est quelque chose qui continue jusqu'à la fin de notre vie parce que ce qu'on nous véhicule à l'école, que voilà, on a notre diplôme, etc., notre bachelor, notre master, et ensuite on n'a plus rien à apprendre, on va juste chercher un travail et on applique bêtement. En fait, c'est stupide pour moi ce qu'on nous enseigne parce que pour moi, la vraie formation, elle commence après l'école. L'école, ok, ça peut être important pour avoir des bases, mais ensuite, c'est la vraie vie qui compte, c'est pas ce qu'on t'enseigne à l'école. Donc voilà, c'est pour ça que moi aussi, je continue de me former. Pas niveau stratégie, parce que j'ai mes stratégies, elles fonctionnent, donc pas la peine de vouloir réinventer la roue. Mais niveau mindset, je lis beaucoup de livres. Justement, ici, je lisais un livre de Tony Robbins, et franchement, c'est incroyable. On sous-estime le pouvoir des livres, parce qu'on se dit, voilà, c'est un peu has-been de lire des livres. Mais quand on pense qu'avec 10, 15, 20 euros, on a accès à un savoir énorme, bah c'est franchement, les livres, c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui t'enseigne le plus. Oui, bien sûr, on n'a pas le savoir directement, tu dois te taper 200, 300 pages, mais c'est ce qui fait aussi la beauté Peut-être qu'un du jour on livre. pourra l'intégrer directement via une puce. Peut-être que Neuralink va pouvoir Sûrement. nous permettre d'intégrer directement l'information. Au point où on en arrive. La démarche de pouvoir justement consulter et se former à travers les livres. Je sais plus la statistique exacte, mais c'était genre si tu lis 5 livres sur une thématique, je pense que tu as déjà plus de connaissances que 80% des gens sur le domaine, quoi. Et donc c'est vrai qu'il faut pas non plus en lire. Enfin, il faut en lire, mais t'es pas obligé non plus de consulter, de faire une revue de la littérature de tout ce qui existe sur le sujet. C'est juste de pouvoir dire, ok, je continue à remettre mes connaissances en jeu et continuer de pouvoir apprendre, quoi. Mais moi, pour te dire, j'aimais pas lire du tout à l'école. Bon, j'aimais pas non plus trop étudier, mais je devais étudier pour avoir la moyenne, vu que je suis pas quelqu'un de très manuel, donc je devais obliger faire des études. Sinon, ni manuel ni intellectuel, ça n'allait pas. Donc, j'aimais pas lire du tout. Et en fait, quand je devais passer des examens et qu'on m'interrogeait sur des livres, en fait, j'allais sur Wikipédia chercher des résumés de livres, tellement j'aimais pas lire. Mais en fait, j'ai découvert via mon mentor qui m'a fait découvrir le monde de l'investissement, j'ai découvert en fait que j'aimais lire. C'est juste que j'aimais pas lire des romans à l'eau de rose, des choses... De choix qui te passionnent, quoi. Ouais, des choses qui m'apportaient pas grand-chose. Tandis que j'ai commencé à lire des livres comme Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ça a été vraiment le premier livre qui a été un déclic pour moi. Et donc, ça m'a amené à lire plein d'autres livres toujours dans cette thématique. Et je lis encore aujourd'hui. Et franchement, même si, avec tous les dizaines et les dizaines de livres que j'ai pu lire, je vais peut-être pas apprendre grand-chose. Mais si je vais retenir un concept, un principe d'un livre, j'en ressors gagnant. C'est ça, tout à fait. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Ok. Ok. Ah, on en parlait justement un peu tout à l'heure. Est-ce que tu es plutôt une stratégie tranquille qui mise à pouvoir avoir une certaine sécurité, ou est-ce que tu es plutôt, toi personnellement, à tendance à pouvoir prendre du risque? Plutôt risque ou sécurité dans la stratégie? Quand tu parles de sécurité, tu parles plutôt d'investissement passif, DCA, comme on entend beaucoup, c'est ça? Bien sûr, ouais. Alors, je vais encore une fois être direct. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, je suis ni pour le DCA, donc pour ceux qui savent pas, c'est l'acronyme pour très longue durée, quoi. C'est l'idée de. En fait, tu places chaque mois une certaine somme, que le marché baisse ou monte, tu vas investir coûte que coûte. C'est ça. Et je suis ni non plus pour le risque high level non plus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le placement passif, pour moi, c'est dangereux parce que l'histoire nous le montre. Il y a eu beaucoup de cas dans lesquels on a subi des pertes durant des décennies. Et
on va me dire, parce que j'ai déjà parlé à d'autres investisseurs, on va me dire oui, mais sur le très long terme, ça paye. Peut-être sur le très long terme, mais quid du moyen terme? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu Parce peux que les 30 ans après, mais sur 30 ans, est-ce que vraiment c'est ça ça. vaut le coup de pouvoir attendre L'investissement long terme, c'est bien, mais à quel prix? Tu vois, parce que quand on investit, c'est quand même pour avoir un retour. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais quand même, pas attendre jusqu'à notre mort non plus, parce que si on investit, c'est pour en profiter aussi. Donc, on a plein d'exemples, hein, comme par exemple en 2000, quand il y a eu le crack, la bulle des valeurs technologiques, qui a duré entre 2000 et 2016, donc 16 ans, 16 ans de perte, et ça a été même jusqu'à moins 80%. Donc, tu avais 10 000 euros de placés, par exemple, et tu te retrouves avec 2 000 euros. Donc ça fait peur au petit investisseur lambda qui, voilà, il investit passivement parce qu'il a entendu truc machin sur YouTube de dire qu'il faut investir de manière passive tous les mois. Et encore pire, sur le crack de 1929, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais ça a duré. Il y a eu un crack sur le Dow Jones, donc l'indice américain, entre 1929 et 1934-35. Donc 25 ans de perte. Imagine, tu nais aujourd'hui, jusqu'à tes 25 ans, t'as investi, tes parents ont investi pour toi, et voilà, t'es en perte. Sans parler de l'inflation, parce que bien sûr, en 25 ans, t'as l'inflation qui a grimpé. Donc voilà pourquoi moi je dis que c'est dangereux, parce qu'on ne sait pas, en fait, encore une fois, on n'a pas de certitude sur les marchés, on n'a que des probabilités, et on ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer. À l'ouverture des marchés, déjà, ici on a vu début d'année, qu'est-ce qui s'est passé avec la situation économique, les droits de douane, etc. On ne sait pas jusque quand ça peut durer. Ça dure un mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça peut durer tant que le marché veut, en fait. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop pour. Et je ne suis pas trop pour non plus l'autre extrême des risques, parce que justement, moi, en fait, j'ai vraiment une approche saine, sereine, zen, relax. Parce que je dis que l'investissement, ça ne doit pas être quelque chose qui te fasse pas dormir sur tes 2 oreilles. Ça ne doit pas être quelque chose en mode loup de Wall Street. On est là à contrôler nos graphiques. Avec la cloche qui sonne. Ouais, les téléphones, à gauche, à droite, tous les écrans. C'est pas ça. Non. Et je suppose que ce que tu veux dire par là aussi, c'est de dire que on investit ce qu'on peut investir. Et donc, c'est pas non plus investir tout son capital et se dire ok, maintenant je place tout, il me reste plus rien. Donc aussi en termes de tranquillité d'esprit, il faut faire ça sereinement. C'est et ça. pas non plus se mettre peut-être à mal par rapport à un investissement qu'on pourrait faire. C'est ça, et justement on se met à mal par rapport à un investissement qu'on fait si on investit de manière passive. Déjà quand tu vas investir, la première fois que tu investis, tu vas checker tous les jours, voir si ça monte, si ça baisse, ça monte. C'est normal. Un réflexe, quoi, bien sûr, c'est un peu comme la météo, regarde quand on se lève, quel temps il fait pour savoir quoi mettre comme habit. Mais là, c'est encore pire parce que c'est ton argent. Ouais, c'est ton argent que tu mets en jeu. Et en jeu, je dis jeu parce que là, dans ce cas, pour moi, c'est du jeu. Et donc déjà, quand tu vas avoir quelques euros en perte, là, tu vas commencer déjà pas à paniquer, mais à te poser des questions. Imagine si tu arrives à avoir une perte de 80% sur ton portefeuille, qu'est-ce que ça peut être? En fait, durant ces périodes-là, les statistiques nous le prouvent, ce sont les petits épargnants qui ont perdu le plus parce que elles ont vendu lorsque leur investissement était au plus bas, alors que, bien sûr, c'était quelque chose à ne pas faire. Enfin, il fallait juste pas investir. Et autre chose, il y a des gens qui te disent aussi, il faut investir quand les prix baissent. C'est ça. Parce que c'est les soldes. C'est maintenant qu'il faut investir, ouais, c'est le moment. Parce que ça baisse. Parce que ça baisse. Mais non, en fait, parce qu'il faut bien faire la différence entre les soldes quand tu vas acheter un t-shirt, un pull, et les soldes, les soi-disant soldes en bourse ou en crypto. Les soldes quand tu vas acheter un vêtement, ça, tu sais déjà la qualité du vêtement. Tu voulais acheter un t-shirt à 50 €, tu le vois à 25, donc tu as 50% de réduction. C'est super parce que tu sais la valeur de ton t-shirt et tu sais qu'il ne pourra pas baisser plus bas que ça. Donc, tu te dis c'est une affaire. Donc là, oui, effectivement, c'est les soldes. Oui, tu l'achètes. Mais dans le cas de la bourse ou des cryptos, tu peux avoir un moins 50% sur, on va dire, sur Apple. Il passe de 200 à 100 $. Mais tu ne sais pas si ça va être le point le plus bas. Il pourrait aussi descendre à 50 $,
à 10 dollars, C'est ça. à 5 dollars. Mhm. On ne sait pas. Non. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de solde dans Ça, les on rentre marchés. à quel moment quand finalement il n'y a pas de bon ou mauvais moment, on doit rentrer quand On il rentre est en bon. fait quand on a des confirmations C'est ça. de retournement à la hausse. Là, oui, on se dit, ça commence à reprendre de la vigueur, du poil de la bête. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. On a Ça. beaucoup plus de probabilité dans ce cas-là que le marché se retourne à la hausse plutôt que d'acheter à 10, C'est ça. on va peut-être Ça acheter à va 20, diminuer, ouais. mais on s'en fiche. On va C'est rater ça. une. Si ça passe à 40 dans quelques semaines, c'est quand même. Voilà. On une peut belle toujours faire affaire. des belles performances. Peut-être pas des 1000%, mais encore une fois, on joue les probabilités. 80% pour avoir 20% plutôt que avoir 20% et d'atteindre les 80%. C'est Mais ça. ça, encore une fois, tu as une chance sur 5 et encore. Mhm. Ok, parfait. Au suivant. Merci. Alors, Umberto, à partir de combien d'euros par mois ou sur l'année ou sur base d'un capital, tu répondras de la façon dont tu le souhaites, il est possible d'investir? Ok. Alors, moi, je dirais que à partir de 50 euros par mois, il y a possibilité de pouvoir investir ton argent Mhm. tant que tu t'en tiens à tes investissements, que tu aies un capital d'entrée, donc une épargne, ou bien que tu puisses allouer une certaine somme, donc à partir de 50 euros, c'est tout à fait faisable par mois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire sur le long terme. D'ailleurs, ça me permet de parler de la masterclass offerte Mhm. qui est juste dans la description ici en dessous. En fait, c'est une masterclass où j'explique en 3 étapes comment investir 100 euros par mois. Mhm. Donc voilà, elle est juste en dessous en description. Ok. C'est offert et ça permet quand même de mettre un premier pied à l'étrier dans le Mhm. monde de l'investissement avec des bases vraiment expliquées de manière vraiment simple. Donc ouais, moi je dirais, pour répondre à ta question, un minimum de 50 euros 50 euros en par dessous, c'est trop bas, Mhm. mais déjà À avec 50 partir euros, de c'est 50 déjà euros. bien. Ok, Ouais. très bien. Prochaine question. Question un peu plus personnelle. Est-ce que tes proches comprennent ce que tu fais? Et qu'ont-ils dit quand tu as dit, moi je vais investir et puis je vais former des gens à l'investissement? Comment ils ont réagi en termes au niveau de ton entourage? Bah écoute, bizarrement, ils comprennent ce que je fais. Ah, ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors en fait, bon, au début, quand j'investissais, bien sûr, Mhm. ils savaient pas ce que je faisais, je leur expliquais un petit peu, mais ils savaient pas ce que je faisais. Ensuite, quand ils ont vu que j'ai commencé à avoir des résultats, ben, ils se sont intéressés Mhm. et je leur ai expliqué un peu plus dans les détails et ils m'ont dit, ben, tu sais, Umberto, tu nous expliques ça de manière tellement simple qu'on arrive à comprendre un domaine qui, à la base, C'est ça. semble, enfin, qui est Compliqué. complexe. Donc, et c'est eux qui justement m'ont proposé, non, ils m'ont mis la puce à l'oreille C'est ça. de pouvoir faire Il y a profiter quelque d'autres chose personnes. Si tu nous as finalement, si tu peux nous l'expliquer À tu peux nous, le faire à pourquoi d'autres pas à personnes d'autres aussi. personnes, parce que Mhm. ça pourrait aider, il me disait, ça peut aider pas mal de personnes, et donc pourquoi pas, et c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé, parce que moi j'étais voilà, tête baissée dans mes investissements, et je me suis dit, ben, pourquoi pas au final. Moi, en fait, j'ai jamais aimé être prof, comme Mhm. je voyais mes profs, je me suis dit, mais moi, jamais j'aimerais être prof. Mais en fait, encore une fois, comme la question des livres, j'aimais pas lire, mais parce qu'en fait, je lisais les choses qui me plaisaient pas. Comme le fait d'enseigner, je me suis dit, ben, je serai jamais prof de maths, de français, de latin, de grec, d'histoire, Mhm. parce que c'est toutes des matières que j'aimais pas. Et en fait, comme j'aime ce que je fais, c'est-à-dire investir, mais j'aime aussi l'enseigner. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est une idée qui a germé dans ma tête comme ça. Et au final, je me suis lancé. Donc ouais, merci à eux. C'est Ok. mes parents et Donc et il y a ma un compagne réel qui m'ont... soutien et Ouais, ok, ouais. super. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Ah, bah c'est bien, hein. Comment tu rends accessible justement les sujets aussi techniques que la crypto ou la bourse à des débutants, comme tu l'as fait à tes proches justement? Est-ce que tu as des choses qui te permettent justement de pouvoir expliquer ça simplement? Mais en fait,
c'est tout simple. Je me remets dans la peau de Umberto quand il avait 18 ans, parce qu'en fait, moi, quand j'avais 18 ans, c'est mon meilleur ami Ricardo. Après l'école, il venait à la maison, on jouait à la PlayStation. Et un beau jour, il vient, il me dit ah, j'ai trouvé un truc qui est hyper intéressant, c'est la bourse. Moi, j'avais déjà entendu comme ça, mais bon, pour moi, c'était des trucs chinois. Et effectivement, il me l'a expliqué de manière incompréhensible. Et je me suis dit, écoute, laisse tomber, c'est pas pour moi. Je passe mon tour, je continue à faire ce que je fais et voilà. Et puis après quelques années, en 2015, je découvre le Bitcoin quand il était encore à $200. Et je m'intéresse, mais pas plus que ça, mais je m'y intéresse jour après jour. Et je vois que ça commence à m'intéresser. Je regarde les graphiques. Et en fait, je me rends compte que chaque jour que je passe sur ça, sur les investissements, c'est des jours où j'arrive à comprendre beaucoup mieux. Et voilà, c'est vraiment ça qui a fait que je m'y suis intéressé. Et ta question de base, c'était quoi encore ? Comment tu fais pour justement transmettre ? Voilà. Faire apprendre aux gens. En fait, je me remets dans ma peau d'avant. Il y a quelques années. Et je me dis, en fait, comment est-ce que je pourrais transmettre ça à toi qui n'y connaissait rien. Donc... Et pas comme ton pote Ricardo l'avait fait. Voilà. Moi, je peux faire à l'inverse de lui pour justement je puisse comprendre. Voilà. Bon, lui, il n'était pas prof, il essayait de me l'expliquer comme il pouvait, mais j'y ai rien compris en tout cas. Et en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment bien compris. Et donc, je me dis, en fait, je dois créer un programme que j'arriverai à comprendre même si je recommençais au tout début en fait. Et donc c'est ça, c'est en me mettant dans la peau de quelqu'un qui commence à zéro en fait, qui part de zéro. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai pu observer, c'est que les formations, c'est bien, mais les accompagnements, c'est vraiment un niveau au-dessus. Parce que les formations, ça dépend du formateur. Pour le formateur, peut-être qu'il va t'expliquer des choses qui pour lui sont simples, mais en fait, il y a tellement de profils différents qui se forment que pour toi, peut-être, ça peut te sembler simple, donc tu vas dire, ouais, c'est un très bon formateur. Pour quelqu'un d'autre qui a beaucoup moins de notions que toi, il va se dire, en fait, moi, je suis perdu. Et une formation, ça ne te permet pas de... Enfin, c'est une formation lambda. C'est pour toi, c'est pour Pierre, Paul, Jacques, c'est la même. Tandis que l'accompagnement... C'est personnalisé. Ouais, tu as la partie formation et tu as aussi la partie en live, les sessions live qu'on fait ensemble, que ce soit individuel ou en groupe. Et c'est ça la vraie force de l'accompagnement, c'est que les personnes peuvent expliquer, peuvent te poser toutes les questions qu'elles ont. Et des fois, j'ai des questions, je me dis, mais je pensais jamais avoir cette question. Et puis, je réfléchis, je me dis, mais en fait, c'est vrai. C'est une question tout à fait logique parce que des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se dit que tout est normal. Alors que non. Quand tu pars de zéro, c'est normal d'avoir certains types de questions. Donc, c'est là que tu peux vraiment apporter ta valeur en plus. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. Comment tu te définirais aujourd'hui ? Si tu devais faire ta présentation aujourd'hui, comment tu pourrais te définir ? Qui est Umberto ? Et aussi, en sous-question... pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. C'est quoi le why, tu vois, dans le Golden Circle de Simon Sinek ? C'est quoi ta mission ? Ouais. Ok. Alors, qui je suis ? Je suis coach et investisseur en bourse et crypto. Et en fait, j'aide les épargnants à pouvoir doubler leur capital en moins de 5 ans via une stratégie éprouvée que j'ai pu prouver par A plus B, et ça pendant des décennies et des décennies depuis que la bourse est ouverte, parce qu'on a des historiques et on peut faire des tests là-dessus. Et sans y passer vraiment des heures par mois, parce que la plupart des personnes que je coach, elles sont pas forcément passionnées des marchés, elles veulent juste tirer leur épingle du jeu et pas laisser leur argent sur un compte épargne, parce que on le sait très bien, ça rapporte bien moins que l'inflation. Donc voilà, et mon why, ma mission, c'est vraiment de pouvoir démystifier tout ce qui est investissement financier, parce que je vois beaucoup trop de personnes j'étais une de ces personnes-là, qui croient que l'investissement, c'est vraiment
compliqué avec tout ce qu'on nous montre sur... Non, faire croire que je vois que c'est très complexe avec ça. ouais, quand tu On va- vois le téléjournal, certains, tu vois les trucs en dessous qui défilent avec Ouais, plus c'est ça. autant de pourcents, moins autant de pourcents, ça défile vite, t'as l'impression que c'est des Le trucs nombre d'informations en, à la minute. à la minute, ouais, à la seconde même. Ouais. Donc voilà, moi, Mhm. ma mission, c'est vraiment de pouvoir aider toutes les personnes qui épargnent. Et quand on parle de personnes qui épargnent, ça peut aller de l'ouvrier qui vient de commencer dans la vie active, donc qui gagne le salaire minimum, jusqu'au au président qui gagne des dizaines de milliers d'euros. Parce que faut pas se voiler la face. Hein. C'est pas parce que tu as un président qui gagne X dizaines Tu vas pas de investir. milliers d'euros que tu vas pas seulement investir, mais que tu vas être serein financièrement. Ouais. Parce que bien sûr, quand tu gagnes beaucoup plus, ça c'est Tes dépenses c'est sont l'humain, corrélées avec voilà. Tu vas pas ton vivre dans niveau la de même vie. maison Bien sûr. qu'un ouvrier, avec tout le respect, mais c'est tout à fait normal que quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent, il va avoir des attentes, des exigences beaucoup plus élevées. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, elles sont autant dans les problèmes financiers que, si pas plus, que des personnes qui gagnent un salaire de 1500, 2000 euros. C'est ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis toutes les personnes qui épargnent, bien sûr, si tu veux vivre ta vie comme s'il n'y avait pas de demain, que tu es dépensier, là, je te dirais, je peux rien faire pour toi. Parce que pour investir, il faut un minimum d'argent. Ça, c'est clair. Faut pas, j'ai pas non plus envie de dire avec 10 euros, tu vas devenir millionnaire. Non, ça, c'est pas. Ça n'existe que sur Internet par des vendeurs de rêves. Hein. Ouais, ben juste, et je parle de ça parce que j'ai eu des Ouais. personnes qui étaient intéressées. Elles sont venues en appel avec moi D'accord. pour discuter de mon accompagnement. Je leur ai expliqué et elles me disent ouais, moi en fait j'ai 100 euros et je veux Devenir remplacer mon millionnaire. salaire avec Ouais. avec ça. Je dis tu peux le faire, mais si tu as déjà un capital plus conséquent, de remplacer ton salaire en si peu de temps. Mais sinon, si c'est quelque chose que tu veux faire directement, écoute, moi je peux te dire d'aller voir X, Y personnes, enfin C'est t'en ça. as plein, mais enfin Ouais. déjà je te conseille pas, mais bon, Bah oui, 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 chacun c'est fait ça, ce qu'il veut après. Mais moi c'est pas du tout mon approche. Mhm. Moi mon approche c'est vraiment de faire, ok tu peux faire x2 sur ton Ouais, capital, mais c'est ça. en Le 5 moyen ans. terme. Ouais, En 5 c'est ans, ça. donc voilà. Et, donc, ouais, ma mission, c'est vraiment ça. C'est d'aider un peu toutes les personnes qui veulent épargner, veulent se donner les moyens surtout. Ok. Et pour leur dire, voilà, l'investissement financier, c'est pas juste des chiffres incompréhensibles, des mots qui sont sortis de je sais pas où. C'est quelque chose de structuré, C'est ça. simple. Bien sûr, il y a une ligne directrice à suivre. Mhm. Faut l'apprendre. Mais avec les bonnes méthodes, monsieur et madame tout le monde, d'ailleurs j'ai la preuve, mes élèves, la plupart de mes élèves, 80-85% de mes élèves, ils commencent de zéro. C'est ça. Donc, et ensuite, ils savent investir, en gros. Ok, super. Voilà, prochaine question. Qu'est-ce que tu as acheté en premier? Est-ce que c'était crypto, bourse? C'était quoi ton... Tu te souviens de ton premier achat, là, le jour où tu as mis Ouais. un premier euro dans quelque chose, c'était quoi? En fait, c'était dans les cryptos. Parce que, comme je disais, j'ai investi la première fois, enfin, j'ai découvert plutôt la première fois en 2015 le Bitcoin quand il était à 200 $. Donc, voilà, j'ai investi, bon, j'ai perdu, etc., etc. Mais ensuite, quand j'ai commencé à apprendre un peu plus dans les détails, jour après jour, pendant des années, pour arriver aux stratégies que j'enseigne maintenant, eh ben, je me suis dit, en fait, ces stratégies-là, je sais les appliquer non seulement sur les cryptos, mais aussi sur tout ce qui est bourse. Ok. Donc, j'ai fait mes tests aussi, bien sûr, avant, mais je me suis rendu compte que tant que... En fait, c'est une stratégie enfin, c'est des stratégies, parce qu'il y en a plusieurs, qui se basent beaucoup sur la psychologie des marchés. Et donc, elle fonctionnera tant qu'il y aura de la psychologie. Et comme l'être humain, il est fait d'émotions, de psychologie, ça fonctionnera toujours. Donc, j'ai fait mes tests et je me suis dit, en fait, ça fonctionne et sur les cryptos et sur la bourse. Donc, j'ai basculé aussi tout naturellement, Ok. bien que je fasse encore de la crypto, bien Ouais, entendu, c'est ça. mais vers la Dans la bourse. bourse. Ok. Ça diminue.
Hop, il y en a 2 là. Oh non. Ah non, c'est une. C'est un gros. Ah, est-ce que si tu devais recommencer à gérer aujourd'hui, est-ce que tu ferais exactement la même chose ou est-ce que tu changerais quelque chose? Alors, si je devais commencer à zéro aujourd'hui, ben déjà, je téléchargerais la mini-formation Ouais, la masterclass. dans le lien en description. Blague à part, enfin non, c'est pas des blagues, mais Ouais. ce que je ferais, ben, en fait, je commencerais directement à... Ça peut paraître bateau, hein, ce que je dis, mais à me former, que ce soit via un accompagnement ou via des livres Ouais. aussi, parce que les livres aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et D'abord former et puis investir et pas forcément l'inverse, quoi. De dire, ok, j'investis, on voit ce qui se passe et puis seulement je vais me former. D'abord commencer par la première étape de Ouais. la formation. il y a 2 écoles. Il y a les personnes aussi qui veulent commencer directement avec un petit montant et voir comment ça se passe. Bon, c'est des aventuriers, mais voilà, on peut aussi commencer comme ça et peut-être, pourquoi pas, se créer sa propre stratégie, même si ça peut coûter très cher, comme ça Bien m'a sûr. coûté très cher aussi à moi. Mais voilà, pourquoi pas, après, chacun a sa vision des choses. Mais c'est vrai que quand tu vas voir les bonnes personnes, tu vas lire les bons bouquins, tu sais que on t'a recommandé tel ou tel bouquin et que là-dedans tu peux en retirer des leçons très bonnes, mais tu vas lire ces bouquins ou tu vas prendre telle formation, tel accompagnement parce que tu sais que ça paye au final. Ben, c'est la voie royale. Ça te permet de dépenser beaucoup moins d'argent parce que ben, de un, tu vas pas perdre ton argent sur les marchés bêtement. Ça va t'épargner beaucoup de stress. Et ça va être beaucoup plus rapide parce que C'est ça. tu as déjà un plan et tu sais par quoi aller. Tu vas pas réinventer la roue comme je disais juste avant. Ouais. Tu vas juste appliquer et voilà, tu es bon pour toute une vie. Très bien. Question suivante. Qu'est-ce qui fait selon toi, c'est peut-être une question qui a déjà été traitée, mais je vais la poser tout de même. Qu'est-ce qui fait selon toi du coup un bon pédagogue dans le monde de l'investissement? Quelles sont peut-être les qualités requises? Mais je dirais s'adapter. S'adapter parce que ben, quand tu accompagnes les personnes, un profil n'est pas l'autre. Donc, tu as la personne qui déjà ben, sait de quoi on parle. Tu as la personne qui est très coachable, c'est-à-dire la personne que tu peux lui donner toutes les informations que tu veux, elle va emmagasiner, elle va pas forcément remettre en question et elle va appliquer parce qu'elle sait que ça fonctionne. Tu as la personne aussi qui a des doutes et c'est normal. Et donc, c'est à toi aussi de te mettre dans la peau de cette personne-là et d'expliquer comme il faut. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter à chaque profil. Ouais, c'est ça que je dirais. Capacité d'adaptation. Ouais. Ok. Pour les 3 dernières. Est-ce qu'il y a un mythe sur la crypto, sur la bourse qui t'irrite très fort? C'est quoi le mythe le plus irritant pour toi sur le sujet de l'investissement? Le mythe, je dirais que ben, c'est compliqué. Ouais. C'est qu'on te dise que c'est compliqué. C'est C'est pas que ça fait pour m'irrite. tout le monde, ouais. C'est juste... ouais, on va dire C'est que... un peu trop véhiculé comme message, dire que voilà, c'est très complexe. Ouais, parce qu'encore une fois, voilà, on voit des graphiques à gauche, à droite, on voit des machins verts, des machins rouges qui montent, qui baissent. Et ben voilà, c'est quelque chose qui fait en sorte que les gens fuient les investissements financiers, alors qu'au final, ça reste quelque chose, si on la traite de manière simpliste, ça reste quelque chose de tout à fait abordable. Un autre mythe, je dirais, c'est le fait que il faille avoir des compétences, que il faut être formé aussi là-dessus à la base, parce que si t'as pas ton papa qui est dans la finance, ou bien si t'as pas fait telles études, telle école de commerce, ben t'y arriveras pas. Alors que j'ai eu beaucoup de personnes aussi que je connais dans mon entourage qui ont fait des écoles de commerce assez prestigieuses, et elles disent qu'en fait, oui, elles ont des notions sur la finance, mais pas sur l'investissement. Donc, elles ne savent pas investir, ces personnes-là. Donc, elles ont la théorie. C'est comme je dis toujours, l'école, c'est bien, mais c'est beaucoup de théorie. On t'enseigne pas la réalité du terrain.
moi, je disais toujours à mes profs, à mon prof de maths, je dis à quoi ça sert de calculer un cosinus? Ça sert à quoi la trigonométrie? Ok, c'est la culture générale. C'est ça. Mais le côté actionnable des choses, à quoi ça va me servir? moi, ça me sert toujours pas dans la vie. Ouais. Oui, ça va servir dans un cas sur 100 parce qu'il va faire peut-être des études dans ça, il va être prof, ok. Mais dans le concret, ça me sert à rien. On va pouvoir l'appliquer en réel, quoi. Comme Christophe Colomb, à quoi ça te sert de savoir qu'il a découvert l'Amérique en 1492 alors que en plus, avant lui, il y a 500 ans avant lui, je l'ai su après que j'ai fait mes études, que en fait, c'est pas lui qui a découvert l'Amérique. L'Amérique, elle avait été découverte par les Vikings il y a 500 ans avant. Donc, en plus, on te donne des informations erronées, même à l'école. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, il y a des mythes dans ce sens-là aussi. Ok, très bien. Les 2 dernières pour la fin. Merci beaucoup. Comment tu vois l'évolution, justement, du rôle de formateur dans les prochaines années, et plus spécifiquement peut-être par rapport à ton accompagnement et l'accélération? Comment tu vois évoluer ton entreprise? Alors, très bonne question. L'évolution, donc, je dirais, étant donné que ma mission, elle est assez élevée, c'est-à-dire de vouloir accompagner le plus d'épargnants possible, justement pour pouvoir créer en eux la transformation, parce que c'est ça, au final, c'est la transformation que je peux leur apporter dans leur vie financière. J'ai pas la prétention de transformer leur vie, mais quoique financièrement, si on sait très bien que les finances, ça joue un grand rôle dans la vie de tous les jours. Donc, si déjà cet aspect-là, il est verrouillé, c'est déjà quelque chose de très bon pour la suite. Et donc, Umberto, tu disais de pouvoir justement, dans les prochaines années, de pouvoir accompagner le plus de personnes possible dans l'investissement. Ouais, pour créer le plus de transformation possible dans les vies financières des épargnants. Et quand tu parles de transformation, ça me fait penser aussi à la transformation de tout ce qui est formation, coaching, surtout avec l'arrivée de l'IA. On en parle beaucoup, surtout avec d'autres collègues et amis entrepreneurs. Et moi, je trouve que beaucoup ont peur parce qu'ils se disent « oui, on va être remplacé par des robots », alors que moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est l'inverse dans le sens où les personnes qui veulent proposer des formations, des accompagnements en se basant, dans la plupart des cas, sur de l'intelligence artificielle, je pense que c'est eux qui vont couler. Parce que l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser, mais pour les bonnes raisons et dans les bonnes situations. C'est-à-dire que on l'utilise, par exemple, pour les tâches à plus faible valeur ajoutée, comme par exemple les tâches qui reviennent, qui sont récurrentes, tandis que grâce à l'IA, moi je le vois comme une force, on va redonner beaucoup plus d'importance à tout ce qui est humain. Donc l'aspect humain, c'est-à-dire le coaching, le suivi des élèves, il va être beaucoup plus important par rapport à la formation, parce que c'est ça que les élèves veulent. Et je m'en suis rendu compte au fil du temps que je coach des élèves, c'est que même qu'ils ont appris tous les mystères, tous les secrets de l'investissement, en fait, ils ont besoin d'un espace communautaire. C'est pour ça qu'aussi on a créé cet espace communautaire où il y a tous les élèves et où j'interagis aussi assez activement. Parce que c'est ça qu'ils recherchent en fait. C'est pas juste une formation de A à Z, hop, et c'est bon, je suis... Non, les personnes veulent aussi un accompagnement, veulent savoir qu'il y a de l'humain derrière et pas juste un robot qui a créé une slide comme ça en 5 secondes. C'est ça. Ok. Et la toute dernière. Qui sera la conclusion de suspense même pour la dernière. Ce podcast. Quelle question de conclusion. Tu parlais de transformation, mais je pense que ça fait faire le lien liant avec cette question. Est-ce que tu penses que l'éducation financière, ça peut changer des vies? Clairement. Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école. On revient au sujet de l'école et c'est très dommage parce que, voilà, encore une fois, on nous enseigne des choses hyper abstraites qu'on va jamais utiliser. D'ailleurs, est-ce que tu as utilisé un compas après que tu es sorti de l'école? C'est plus que j'ai fait de mon compas d'ailleurs. Je ne l'ai jamais utilisé après l'école. Donc oui, les bases, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Sinon, si mes profs d'avant m'écoutent, ils ne vont pas être trop d'accord.
Mais voilà, il y a école et école. Les bases, c'est important, savoir lire, savoir parler, savoir écouter. L'écoute, c'est très important. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pas pour rien. Mais à partir d'un certain stade, ça devient vraiment trop théorique et on se perd dans des choses comme ça. On se perd dans la culture générale. Oui, mais il faut de la culture générale dans la vie. Oui, ok. Mais est-ce que la culture générale remplit ton plat en fin de journée? C'est pas ça qui va te remplir le plat. On est dans un monde capitaliste, qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. On travaille avec de l'argent. C'est le sujet de toute une vie, que ça nous plaise ou non, mais on peut rien y faire. Le jeu, c'est ça. Il faut jouer avec les règles du jeu. Donc, je comprends pas encore pourquoi en 2025 on nous enseigne pas. Voilà, je dis pas non plus que ça doit être le point principal. De base, avoir quelques prérequis en sortant de l'école. Savoir, mais justement, si on nous l'enseigne pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que justement, on n'a pas intérêt à nous enseigner des choses qui peuvent nous enrichir. Et quand je parle d'enrichir, je parle pas d'avoir des millions, de rouler en Lambo, etc. Hein. Je parle juste d'être conscient de ce que c'est l'argent, de ce que c'est la finance, comment le gérer, de faire attention avec tout ce qui est crédit à la consommation, que d'acheter sa maison, c'est bien, mais de savoir que c'est pas forcément un investissement qui te rapporte, parce que ça, c'est Kiyosaki qui m'a enseigné via ses livres, bien sûr, mais qui explique que la maison, c'est bien de l'acheter parce que c'est une sécurité, on a un toit et c'est un des besoins primaires, mais faut pas croire qu'en achetant c'est pas un actif, c'est un passif, parce qu'en plus, quand on achète sa maison, on y met de l'affectif dedans, donc on perd beaucoup d'argent. Mais encore une fois, une maison, après X années, si tu la revends, tu en fais un bénéfice. Mais bon, après X années aussi, ce que tu vas racheter, ça va coûter aussi, ça va valoir plus cher. Donc, mais quand je parle de crédit, c'est plutôt crédit à la consommation, crédit voiture. Et c'est comme ça qu'on est esclave du système. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que tout ce qui est financier, éducation financière, c'est hyper important. Donc, justement, le fait ça serait sans doute équitable de pouvoir l'apprendre à l'école plutôt qu'en famille, parce qu'il y a des disparités, et dans justement père riche, père pauvre, les deux amis, les deux garçons ont une éducation financière différente, et on voit finalement que ça a des impacts différents, et le faire justement, je trouve ça beau et juste de dire, voilà, le faire à l'école, et en tout cas d'avoir les bases, ça permettrait peut-être de mettre tout le monde à niveau et de commencer en tout cas avec certaines bases, une certaine sensibilité à l'éducation financière qu'on n'a malheureusement pas toujours en famille. En famille, ouais. Mais la chose qui est positive et que j'ai quand même foi en l'avenir, c'est que grâce à tous ces contenus en ligne, maintenant les choses sont en train de changer via ce podcast aussi, sur lequel tu m'as invité, c'est en train de changer et beaucoup de personnes, bien sûr, c'est un processus qui est assez lent, mais c'est normal parce que les mentalités, surtout en Europe, en Amérique, c'est déjà beaucoup plus développé, l'investissement en bourse, etc. Mais en Europe, c'est en train de changer. Donc, via et grâce à Internet et tout ce qu'on peut avoir à disposition maintenant, l'information... Bon, maintenant, il y a information, bien sûr, mais une accessibilité à l'information qu'il n'y avait pas non plus. Avant, on entendait bourse, c'était vraiment quelque chose de... on voyait juste les films, mais maintenant, ça commence à être un peu plus ancré dans les mentalités et j'ai confiance en l'avenir que ça puisse l'être de plus en plus. Un message positif et d'espoir pour la suite le futur, conclusion de ce podcast. Merci Umberto du coup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à toi Nico. Avec brio, et tu peux peut-être nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Tu nous as parlé de la masterclass qui est en description, où on peut suivre tes activités, ton travail. Ouais, bien sûr. Donc, déjà, de s'abonner à cette chaîne parce qu'il y aura beaucoup d'autres contenus qui vont arriver très prochainement. Donc, et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu et en mettant un petit commentaire pour voir ce que vous en avez pensé surtout. Ensuite, je suis sur les réseaux, principalement sur LinkedIn et sur Instagram. Je vous mets les liens juste en dessous. Et aussi la fameuse masterclass, donc en 3 étapes pour pouvoir investir 100 € par mois de manière
hyper simple, étape par étape. C'est expliqué de manière à ce que même quelqu'un qui commence de zéro peut commencer à se lancer. Donc, c'est dans le premier lien en description de cette vidéo. Ok, merci pour tout, Humberto. Merci à toi, Nico. Une excellente journée. Et à la prochaine. Salut.